Bonjour, cette vidéo a pour but d'étudier le chapitre sur le mouvement des satellites ou des planètes autour du Soleil. On va commencer par des notions de cours sur le repère de Fresnel notamment, avec les formules d'accélération et de vitesse qui lui sont liées, puis surtout s'atteler à la résolution des exercices types et des questions qui reviennent régulièrement dans ce genre d'exercice au bac. Vous devez par exemple savoir montrer que le mouvement de la planète est circulaire uniforme grâce à l'accélération, déterminer sa vitesse, déterminer sa période de rotation autour du Soleil. Et enfin, on verra les lois de Kepler et notamment, il faudra savoir maîtriser l'utilisation de la troisième loi de Kepler. Comme cette vidéo est un peu longue, je vous indique les temps pour lesquels vous pouvez vous rendre directement à l'exercice ou aux lois de Kepler. On va prendre le cas d'un satellite géostationnaire, c'est-à-dire qui reste toujours à la verticale d'un même lieu. L'étude de son mouvement se fait donc dans le référentiel géocentrique, c'est-à-dire par rapport au centre de la Terre. Si on utilise les axes de repère classiques x, y, z, on va avoir des équations compliquées de cercles ou d'ellipses. Pour se simplifier, on va utiliser le repère de Fresnel, qui est un repère tournant qu'on place directement sur le système, c'est-à-dire ici sur le satellite. Il est constitué de deux directions. Donc la première est indiquée par un vecteur unitaire UT qui indique la direction tangente à la trajectoire. Et la deuxième est la direction normale à la trajectoire, indiquée par le vecteur UN en rouge. Quel est l'intérêt? C'est que quand on va étudier le mouvement d'un satellite dans un cas un peu plus général, par exemple prenons le cas elliptique, on remarque que son vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Donc on sait que sa vitesse sera toujours une fonction du temps dans la direction du vecteur UT. L'accélération, par contre, dans le cas d'un mouvement elliptique, on peut la décomposer dans les deux directions du repère de Fresnel. Donc une direction en bleu selon la tangente à la trajectoire, qui va être liée à la dérivée de la vitesse, mais aussi une direction en rouge qui est liée au changement de direction du vecteur vitesse, puisque le satellite tourne. L'accélération au total, dans le cas général, est constituée de deux termes. Un terme selon UT qui correspond à la variation de la vitesse au cours du temps, si le satellite prend de la vitesse ou ralentit au cours de sa trajectoire, et un terme V carré sur R qui correspond à l'accélération centripète présente dès qu'il y a un mouvement curviligne, c'est-à-dire en gros un virage. Alors en terminale, on va simplifier la vie puisque on va principalement travailler sur des mouvements circulaires uniformes. La vitesse reste constante. L'accélération, on remarque qu'elle est tout le temps centripète. Donc c'est ça qui est plus important en fait à retenir après pour les démonstrations qui vont suivre, c'est que dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, l'accélération est donnée par V carré sur R et toujours centripète. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Maintenant, on va se lancer dans les étapes clés présentes dans les exercices. Première étape, trouver l'accélération du satellite. Dès qu'on parle d'accélération, on parle de force. Donc la Terre exerce une force d'interaction gravitationnelle sur le satellite qui est responsable de ce mouvement circulaire. F égale grand G, la gravitation universelle, fois le produit des masses du satellite et de la Terre sur le rayon de l'orbite au carré. Cette force est dirigée du satellite vers la Terre, elle est donc sur la direction UN, centripète. Pour ceux qui aiment les applications numériques, vous pouvez prendre votre calculette et vous entraîner à essayer de retrouver les mêmes valeurs. On va faire l'étude sur un satellite qui fait 4700 kg et qui se situe sur une orbite à 42 300 km du centre de la Terre. Petite remarque, n'utilisez pas le poids P égale mg qui est une approximation de cette formule et qui n'est valable qu'à la surface de la Terre. Si on connaît la formule de la force de gravitation, on va pouvoir connaître l'accélération grâce à la deuxième loi de Newton. La somme des forces est égale à la masse du satellite fois son accélération. On égalise les deux formules, la masse se simplifie et il nous reste la formule de l'accélération du satellite qui est donnée par la constante de gravitation, la masse de la Terre, divisée par le rayon au carré. On a un mouvement qui va être circulaire uniforme là, puisqu'on remarque que l'accélération est une composante uniquement centripète, uniquement selon le vecteur UN. Alors, deuxième étape, on va chercher à quelle vitesse se déplace le satellite autour de la Terre. On sait que pour un mouvement circulaire uniforme, l'accélération est donnée par V carré sur R
dans la direction UN. On vient de trouver une formule juste avant avec la deuxième loi de Newton qu'on va égaliser. Les R simplifient. Si on regarde que la norme de l'accélération, on peut isoler du coup V, la vitesse. Elle ne dépend pas du tout de la masse du satellite, puisque la vitesse ne dépend finalement que de l'objet qui est responsable de la force de gravitation, c'est-à-dire ici la Terre, et puis le rayon de l'orbite, c'est-à-dire la distance à laquelle se trouve le satellite. Si on connaît la vitesse du satellite, on va pouvoir déterminer le temps qu'il met pour faire le tour de la Terre, donc sa période de rotation. Pour ça, il faut se souvenir de la formule du périmètre d'un cercle, 2π fois le rayon. Donc le satellite va parcourir cette distance pendant le temps t, qui est la période que l'on cherche. On vient de trouver une formule qu'on va égaliser, et on peut isoler du coup grand T, la période de rotation. Dans cette formule, le rayon apparaît au numérateur et au dénominateur. Donc on va essayer de les regrouper pour que ça fasse plus joli. On commence par inverser le dénominateur, puis le R qui est devant la racine, on le remplace par racine de R carré, et ainsi on peut faire apparaître le racine de R cube dans la formule. Cette formule n'est pas à connaître. Vous pouvez de toute façon faire le calcul nécessaire avec les données de tout à l'heure en faisant juste D sur V. Dans l'exemple du satellite géostationnaire, si vous n'oubliez pas de convertir les kilomètres en mètres, vous allez trouver une période de peu près 24 heures. Donc les satellites géostationnaires tournent à la même période que la période de rotation propre de la Terre, puisque le satellite a pour but de rester par exemple au-dessus de la France tout le temps. Le R cube va faire appel à la troisième loi de Kepler qu'on va voir tout de suite. Au début du XVIIe siècle, le mathématicien Kepler a utilisé les données du plus grand astronome de l'époque qui s'appelait Tycho Brahe pour essayer de déterminer la trajectoire exacte des planètes. C'est la première loi de Kepler. Les planètes décrivent des ellipses dont le Soleil occupe un de ses foyers. Les ellipses sont des cercles un peu aplatis, des ovales, mais on s'aperçoit que contrairement à un cercle, il y a deux rayons différents, un petit et un grand qu'on appelle le grand axe. Sur ce grand axe, on peut positionner les deux foyers qui permettraient de la dessiner. Le Soleil est placé sur un de ces foyers. Ces calculs ont aussi montré que le rayon qui relie la planète au Soleil va balayer des aires égales pendant une durée égale, c'est-à-dire tous les mois, la planète Terre balaye toujours la même surface au cours de son mouvement autour du Soleil. Quand la planète passe très proche du Soleil, elle va être accélérée, on voit son vecteur vitesse bleu qui est très grand, et quand elle est très loin du Soleil, elle ralentit. Donc en fait, il y a une accélération qui se fait quand on est au plus proche du Soleil, c'est-à-dire de l'objet massif responsable de la force de gravitation. Ça a un impact un peu sur les saisons, puisque le 4 janvier, la Terre est au point le plus proche du Soleil, qu'on appelle le périhélie. Donc c'est le moment où elle va le plus vite, et donc l'hiver en France passe plus vite que l'été en juillet, pour lequel elle est à son aphélie, le point le plus loin du Soleil. Dernière loi de Kepler qu'il faut savoir utiliser cette fois-ci, le carré de la période est proportionnel au cube du demi-grand axe. T carré est un multiple de A au cube. Comme il y a proportionnalité, si on mesure la période et le demi-grand axe de chaque planète du système solaire, on calcule T carré, on calcule A cube, et ça va nous donner un graphique de T carré en fonction d'A cube, qui est une droite passant par l'origine, un modèle linéaire. Si on calcule son coefficient directeur K, il est relié à la masse du Soleil, c'est-à-dire à la masse de l'objet responsable de la force de gravitation qui s'exerce sur ces planètes et donc de leur mouvement. Grâce à la mesure de la période et du demi-grand axe des planètes, on arrive à mesurer la masse du Soleil. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous rappelle les formules à connaître pour pouvoir résoudre les exercices sur les satellites et les planètes. Bon courage à vous, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous aide ou à mettre des questions ou des remarques en commentaire. Et surtout, on n'oublie pas que la physique, c'est fantastique!